On reprenne notre journey, notre exploration du digital. Là, sur ce panel, nous aurons d'autres experts qui vont enrichir le débat. Là, nous aurons Hicham Eraqi, directeur général. Non Amazon. Ah oui. Oui, comment ça se fait que tout à l'heure Hicham il m'a contacté? Ah d'accord. Ah d'accord, ça se là. Ok. Bah j'apprends. Écoutez, je suis en train d'apprendre comment utiliser la plateforme. Elle est activée. Je peux la désactiver, dit? Hein? Je la désactive comme ça. Ça fait ok. Ça fait excellent, excellent. Écoutez, c'était le dernier arrangement technique, la dernière minute. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va continuer notre aventure au niveau du Digital Now. C'est la 4e session panel de la journée. Nous aurons sur ce panel Hicham Eraqi, directeur général SAP Afrique francophone. Nous aurons aussi avec nous Khalid Debbar, fondateur de Fit Consulting. Nous avons aussi Gabriel Zapiro, directeur général, président directeur général, agent studio Butterfly. Ça serait le 2e séminaire que j'organise avec Gabriel. C'est une excellente expérience. Et nous avons aussi avec nous Fatih. Fatih, j'espère que je ne coche pas le nom. Bonjour, bonsoir, c'est Fatih Houaïchine. Très heureux, Houaïchine. Alors, c'est le Regional Sales Leader New Africa, NWC, Africa de Avaya. Écoutez, sans trop tarder, je vais donner le micro à Hicham Eraqi pour qu'il nous parle de la relation client et le scoring fournisseur. Et aussi, il va nous parler aussi du pouvoir latéral. Voilà, donc je donne le micro à Hicham Eraqi. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce bel forum. Je tiens tout d'abord à remercier en fait Monsieur Driss Dref pour pouvoir réunir ces acteurs de la scène digitale dans ce bel événement. Je commencerai peut-être par parler un peu brièvement de SAP pour juste planter le décor. SAP, en fait, on est un éditeur de logiciels qui a plus de 48 ans d'existence. On est présent sur 180 pays avec un réseau de partenaires de presque 21 000 partenaires à travers le monde. À partir du Maroc, on couvre l'Afrique francophone, qui regroupe 19 pays exactement. SAP, en fait, il est très connu par l'ERP. La réalité, c'est que l'ERP ne constitue que 35% de notre business. Et deuxième chiffre très important, c'est SAP est connu par les grandes entreprises, alors qu'en réalité, 80% de notre base de clients vient de la PME-PMI. Donc ça, juste pour planter le décor, ça en fait beaucoup plus d'autres choses que juste l'ERP. Et là, je reviens sur le CRM, effectivement, qui constitue pour nous un point essentiel, surtout avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour nous, le CRM, où on parle plutôt de XRM, c'est toute l'expérience au large spectre qui peut adresser l'expérience client, les différentes expériences qu'on va retrouver, intègre toute on va dire, le processus entier de la gestion depuis ce qu'on appelle les campagnes marketing, en incluant toute la partie vue 360 degrés sur le client, la partie bien évidemment e-commerce et toute la partie service après-vente ou service client. Donc ça, c'est assez important. Aujourd'hui, en fait, nous vivons à la fin d'une époque, celle d'une économie qui est fondée sur les énergies fossiles.
mais aussi sur le travail à plein temps, du capitalisme patrimonial, de l'organisation pyramidale des entreprises et de la gestion exclusivement marchande du monde. Avec la révolution 4.0, tout ça a été bouleversé et le pouvoir latéral, il est en train de prendre un paradigme qui est très très important, qui va changer notre façon de vivre, de travailler, de consommer. Et c'est un pouvoir qui va ouvrir l'ère, on va dire, post-carbone, basé notamment sur l'observation que les grandes révolutions économiques ont lieu lorsque de nouvelles technologies de communication apparaissent en même temps que de nouveaux systèmes énergétiques. Donc en fait, c'est cette combinaison-là qui nous permet dans un paradigme qui est complètement nouveau sur la relation, on va dire, sur ce pouvoir latéral. Chez SAP, pour pouvoir en fait adresser ça, on est en train de vivre un passage très important sur le mode cloud pour permettre réellement une optimisation radicale des ressources qui sont utilisées pour mieux servir les transformations digitales qu'on est en train d'observer. C'est pour cela qu'on a un accès très fort sur les énergies renouvelables dans tout ce qu'on fait, et afin de continuer aussi d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Je vais m'arrêter là et je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Non, je vois pas de questions à ce stade-là. Je ne sais pas, si Hicham, si tu peux, comme aujourd'hui le club du CDD, c'est un club dont le but c'est de créer un espace de réseautage entre TPE, PME. L'idée, peut-être que la majorité des TPE, PME font de SAP, c'est un outil pour grands entreprises qui nécessite une expression qu'on entend souvent, c'est une machine. Est-ce que aujourd'hui il existe une version qui peut être implémentée au niveau des TPE, PME, voilà, qui apporterait tous les avantages qu'auraient les grandes entreprises? Je te remercie pour ta question qui est très pertinente. En fait, SAP, il vient vraiment d'un monde du process métier. Donc, s'il y a quelque chose vraiment qu'on maîtrise très bien chez SAP, c'est le métier des entreprises. D'ailleurs, on se concentre sur 25 secteurs d'activité qui regroupent, ça va aller des énergies jusqu'à en passant par le secteur bancaire, les télécoms, tout ce qui est retail, etc. Donc, c'est un large spectre qu'on est en train d'adresser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le portfolio de SAP, il est constitué de 80% de nos bases clients, et c'est de la PME. Ça réconforte un peu ce que vous dites. Et on a bien évidemment sur le RP qui définit en fait SAP, on a 3 lignes de produits. On a bien évidemment la SAP S4HANA, c'est la Rolls-Royce qui adresse les plus grandes entreprises. On a une version qui est mid-entreprise, c'est by design, et on a la version pour la toute petite entreprise, c'est ce qu'on appelle Business One. Aujourd'hui même sur la région, on a un large spectre de clients qui sont aussi bien sur Business One que sur By Design, qui offrent une grande partie des fonctionnalités même de la Rolls-Royce et qui sont aujourd'hui très accessibles pour la TPE et la PME. Au-delà de ces, on va dire, socles de RP, on a tout un éventail de solutions qui tournent autour de ça. Et typiquement, là, on est en train de parler de l'expérience client. On a la solution SAP CX qui en fait, et on a aussi bien évidemment des modules qui peuvent répondre aux besoins de la TPE et au même niveau que la grande entreprise, avec le niveau de prix, on va dire, adjacent. Et on a un écosystème de partenaires qui est assez important pour pouvoir vraiment permettre d'adresser les besoins de la toute petite PME. Donc, juste pour réconforter un peu l'audience, SAP, bien évidemment, c'est la qualité allemande, la qualité qu'on a bâtie sur les 48 dernières années dans lesquelles on a construit notre savoir-faire.
qui est aussi bien au service de la grande entreprise, mais avec la même qualité, on sert aussi bien la moyenne entreprise et la toute petite entreprise. Excellent, merci beaucoup Hicham. Là, je vois, il y a une autre question qui, alors, ils disent que sur le marché, il y a une panoplie très importante au niveau CRM. Bien entendu, ne se limite pas au CRM, mais à votre avis, avis d'expert, de professionnel, comment choisir correctement, comment choisir de façon adéquate sa solution CRM et comment faire la différence avec une solution, par exemple, open source? Écoutez, dans ce genre de projet, à mon sens, le point crucial, c'est la définition des besoins et l'aspect expertise qu'un partenaire va ramener autour de la solution. Je ne vais pas dénigrer les solutions open source, qui, à mon sens, des solutions qui ont fait on va dire qui ont eu leur empreinte sur le marché, etc. Mais l'essentiel, il faut choisir la solution plus l'intégrateur qui ramène de l'expertise, qui va accélérer, on va dire le projet d'entreprise, il va accélérer, on va dire, l'entreprise dans son cheminement pour le digital. Et vraiment, ma recommandation fondamentale, il faut surtout bannir le spécifique. On n'est plus dans un schéma où on va aller accueillir les besoins, aller revoir un peu le produit, comment faire le mapping et regarder quelles sont les choses qu'on doit adapter, etc. Parce que ça va prendre énormément de temps et engager, on va dire, des coûts, engager aussi beaucoup d'itérations. Et du coup, on va avoir un projet qui va nous coûter beaucoup plus cher, beaucoup plus de temps, et ça va pas répondre surtout aux besoins d'agilité des petites et moyennes entreprises. Donc, allez sur des choses qui ont déjà, dans votre secteur d'activité, regardez s'il y a des références qui ont été réalisées par l'intégrateur, par la solution de l'éditeur, que ce soit de l'open source ou pas, sur votre segment de métier, et voir l'apport réellement business que ça va vous ramener, et à partir de ça, vous pouvez aller sur votre projet CRM. Excellent. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, SAP, il a un catalogue assez important pas assez important. Ce que je veux dire, c'est que SAP a un catalogue qui est dédié pour les différents secteurs du marché, que ce soit la petite entreprise, la moyenne ou la grande, selon le besoin. Deuxième, augmenter avec un réseau de partenaires qui sont en mesure de déployer la solution, n'est-ce pas? Et la recommandation aussi que tu donnes par rapport au choix du CRM, c'est la compétence peut-être de prestataire, de l'intégrateur, à mettre en place la solution de façon convenable. Et peut-être quatrième point, si je peux dire ça, c'est aussi partir sur des solutions qui ont fait leurs preuves. Donc ne pas partir sur des solutions de personnalisation, parce que de toute façon on va gagner du temps. Voilà, et de référence parce qu'on sait que ça fonctionne correctement. Tout à fait. Merci beaucoup. Là, il y a deux petites questions. Alors, là, il parle. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, la relation client et le scoring fournisseur. Est-ce que vous pouvez nous dire une idée par rapport à ça? Scoring fournisseur. Oui, en fait, là, ça va me ramener sur un autre chapitre qui est très important chez nous, chez SAP. C'est toute la partie spending. Et je ne sais pas si vous savez, chez SAP, on a une solution leader sur le marché qui s'appelle SAP Ariba pour la gestion des fournisseurs. Et là, effectivement, on intègre tous ces aspects de scoring de fournisseurs. Au-delà de ça, un des aspects fondamentaux qu'on va retrouver dans ce genre de solution, c'est surtout l'élargissement du réseau de fournisseurs. Et ça, c'est la tendance qu'on va voir aujourd'hui sur toutes les solutions digitales, quel que soit leur spectre. C'est les réseaux qu'on va offrir. Par exemple, aujourd'hui, SAP Ariba vient avec une base de fournisseurs, de 2 millions de fournisseurs à travers le monde. Donc, lorsque vous êtes une PME ou une grande entreprise, en adoptant des solutions comme ça, vous avez accès à un large spectre de fournisseurs et ça va vous permettre clairement d'adresser vos besoins d'une manière beaucoup plus fluide et bien évidemment de faire des optimisations de coûts très très importantes.
Excellent. Et cette base-là qui vient on installer au niveau des SAP, est-ce qu'il est extensible? Ça veut dire aujourd'hui une TPE ou la grande entreprise, une fois il installe la solution, une fois il travaille avec ses propres fournisseurs, est-ce qu'il a la latitude pour scorer, pour noter ses fournisseurs? Tout à fait, oui, oui, c'est bien ça l'esprit. C'est en fait, c'est avoir ce réseau de fournisseurs qui est mondial. Et une fois qu'un client il adapte la solution SAP Ariba, il rajoute en fait ses fournisseurs et ça permet cette plateforme, ça permet aussi de benchmarker les différents fournisseurs. C'est un peu comme un Amazon, mais plutôt B2B que B2C. D'accord. B2B, ça veut dire moi je suis une entreprise. Voilà, moi je suis une entreprise, j'ai un fournisseur X. Je suis satisfait de son service. Par exemple, je vais le noter 4 sur 5. Tout à fait. Cette notation-là, ça serait visible pour tous les autres fournisseurs, je veux dire pour tous les autres clients qui utilisent SAP, c'est ça? Exactement. Vous avez tout bien résumé. C'est comme j'ai dit, tout comme à Amazon, et vous allez voir des remarques sur le retour d'expérience et tout ça. Bien évidemment, avec les clients qui veulent partager ce genre de choses, on consolide tout ça et on va donner du scoring par rapport à chaque fournisseur. Ah, excellent. Ça veut dire sous condition que le client veut bien partager cette information-là. Parce qu'un client peut dire, moi, je travaille avec X, Y, Z, ma notation reste chez moi. Je ne vais pas la partager. Exact. Tout à fait. Okay, excellent, super. Ça, c'est très important. Surtout, c'est important parce qu'on est dans un environnement où on cherche le référencement, on cherche la confiance tierce. Et la meilleure confiance, c'est celle des utilisateurs qui juge, qui évalue un fournisseur. C'est excellent. Je voulais juste rajouter un dernier point, c'est que cette base de fournisseurs de SAP Ariba, elle est ouverte à tout le monde. N'importe quel fournisseur aujourd'hui qui veut, n'importe quelle entreprise de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des offres de services et qui veulent s'exposer au niveau mondial, ils peuvent en fait rajouter leurs services, leur catalogue de produits au niveau du réseau de fournisseurs SAP Ariba. Gratuitement. Magnifique, excellent. J'ai deux petites questions ici. Alors la première, elle parle. Est-ce que vous pouvez nous parler du pouvoir latéral? Je ne sais pas, je sais pas cette question-là. Et deuxième question, quelle est la politique partenariat, quelle est la politique channel de SAP sur le Maroc? Je commencerai par la deuxième question. Sur notre politique de partenaire, en fait, on est dans une logique vraiment qui est très ouverte. On est en pleine expansion, donc on est en train de s'ouvrir à un nouveau on va dire écosystème de partenaires. Il y a un process qui est très transparent de due diligence sur la capacité de partenaire, etc. Une fois que ça c'est fait, après le partenaire, là où il y a une particularité chez SAP, un partenaire pour qu'il puisse vendre n'importe quelle solution de SAP, on a un portfolio qui est très large, on a 4000 produits. Hein. Ah, quand même. Des gens qui, des fois, ils pensent que c'est... mais on a peut-être sur une douzaine de lignes de produits. Ça pour résumer. Et la particularité de SAP, pour qu'un partenaire puisse vendre une solution SAP, il doit disposer des certifications techniques sur cette solution-là. Excellent. C'est un gage je dirais, de qualité et de professionnalisme. C'est la moindre des choses. Tout à fait, tout à fait. Excellent, très bien. Alors là, je vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions qui arrivent. Allez, tu veux une question? Poser une question? Non. Là, il y a une petite question. Quelles sont vos recommandations pour accompagner la transformation digitale des PME au Maroc? C'est une question un petit peu large. Oui, c'est une question large. Là aussi, peut-être pour moi, c'est un sujet qui est complètement d'actualité. En fait, il y a beaucoup je dirais, d'amalgame sur la transformation digitale. Ça devient un fourre-tout.
on met tout dedans, etc. Ouais. On confond des fois la digitalisation avec la digitalisation, avec la transformation digitale. Pour moi, la transformation digitale, c'est vraiment de revoir les process métiers d'entreprise pour mieux servir, avoir une meilleure qualité de service auprès de vos clients. Et en utilisant la technologie pour pouvoir le faire et pour pouvoir avoir un système qui est le plus agile possible. Donc c'est ça pour moi le cœur de la transformation digitale. C'est pas juste numérisation de processus de l'entreprise, ça c'est de la digitalisation. C'est vraiment revoir les process pour avoir un impact business sur l'entreprise, améliorer les produits, les services, l'expérience client. C'est nécessairement doit ramener plus de business, doit améliorer le bottom-up de l'entreprise. Et c'est ça, à mon sens, le cœur de la transformation digitale. Écoutez vos clients. Pour moi, ça commence par ça. Comment je peux mieux servir mes clients? Comment je peux fluidifier mes process? Et à partir de ça, on fait un genre de reverse engineering pour améliorer les process en introduisant la technologie pour nous supporter. Et là, la technologie au très large spectre, ça peut être bien évidemment des logiciels, ça peut être des technologies comme de l'IoT, ça peut être des technologies assez avancées comme de la robotique, comme de la 3D, etc., etc. Excellent. Donc aujourd'hui, c'est la transformation digitale. Effectivement, il y a cet amalgame avec le digital marketing, avec plein d'autres choses. Mais la transformation digitale, c'est vraiment c'est toucher le cœur d'entreprise, du moteur d'entreprise qui génère le profit, le bottom line dont tu parles. Et ça démarre par une capacité, par un process d'écoute du client. Exactement. Et c'est là où on peut se faire aider en tant que chef d'entreprise à travers les outils technologiques qui existent, notamment SAP et autres. Tout à fait. Vous avez tout résumé. Excellent, super. Écoute, voilà, donc excellent. Bah écoutez, si Hicham, je ne sais pas, là il n'y a pas d'autres questions ponctuelles. Je ne sais pas si tu as une recommandation, si tu as un conseil à partager ou un best practice à partager avec les entrepreneurs, les consultants, les sociétés de services qui nous écoutent actuellement. Écoutez, j'ai pas quelque chose qui est toute prête, mais là en posant la question, à mon sens, un best practice, c'est aujourd'hui des projets qui vont durer très très longtemps, c'est plus à l'ordre du jour. Même là, je m'adresse aux consultants, aux sociétés de services, etc. Ce qui définit le nouveau mode, c'est un monde où on est agile. Les quick wins sont à l'ordre du jour. C'est ça ce que tout client, quelle que soit sa taille, grande entreprise, grande banque, grande administration, etc. Ils veulent voir les fruits rapidement de ce qu'ils investissent, même si on part sur des gros projets, bien évidemment, qui demandent une très forte, on va dire, organisation, etc. Il faut chercher ces petits quick wins qui vont donner la confiance aux gens qui ont investi et donner la confiance surtout aux usagers pour une meilleure conduite de changement. Et ça va venir petit à petit. Cet appétit vient en mangeant. Et c'est là qui va nous permettre réellement d'aller sur des grands chantiers et de la grande transformation digitale. Excellent. C'est vrai, j'apprécie un petit peu ce que tu dis. Il faut vraiment être agile, flexible et rapide dans l'implémentation parce que on implémente une solution technologique pour gagner cette rapidité sur le marché. Donc déjà, il faut que cette implémentation soit rapide. Sinon, on perd cet avantage concurrentiel qu'on espère gagner. Donc c'est excellent. Je vous remercie. Excellent. Écoutez, deux secondes, là, je viens de voir une petite question là. Est-ce que SAP sont vraiment répond aux besoins du client au Maroc au niveau de digitalisation avec un grand prix de coût de l'implémentation? J'imagine que la question, c'est par rapport au prix. Oui, je vais revenir sur ça. Je vois un peu le cœur de la question.
En fait, généralement, nous, on vient avec les solutions technologiques, avec par exemple, en ce cas de figure, le RP ou la solution CRM ou la solution de Ariba, etc. Et on a notre réseau de partenaires qui vient pour faire de l'intégration. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas aller sur du spécifique. On a chez SAP des best practices sur chaque solution pour industrie. Vous êtes une PME qui est dans le secteur peut-être médical. On a des best practices dans le secteur médical qui ont fait leurs preuves dans les 180 pays qu'on a à travers le monde. Donc, ça ne sert à rien de refaire le monde. Et lorsque vous allez sur les best practices, vous n'allez pas sur du spécifique, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on est en train de pousser, c'est aujourd'hui les solutions cloud. Pour l'entreprise et surtout pour la PME-PMI, pour ne pas avoir à investir sur des grandes, on va dire, plateformes et infrastructures et d'avoir des coûts qui sont lissés avec le temps et de passer du CAPEX à l'OPEX pour pouvoir vraiment aplatir on va dire la courbe de l'investissement et investir au fur et à mesure qu'on a le besoin. Si vous lancez un site de e-commerce et votre business marche bien, c'est au fur et à mesure que votre business va croître. On va croître en fait la capacité du cloud derrière qui est là pour vous servir, etc. Excellent. Donc la recommandation, de toute façon, c'est une recommandation, en même temps c'est une réponse à la question, c'est de ne pas partir, au contraire, c'est de partir sur la standardisation. Parce que voilà, SAP il dispose d'un catalogue assez dense, donc et des solutions éprouvées à travers les nombres de pays dans lesquels elle a été installée, et ne pas partir sur la personnalisation. C'est parce qu'il y a de la personnalisation qu'il y a un risque que ça coûte qu'il y a un coût plus élevé qui est dû à la personnalisation. Tout à fait. Clair. Écoutez, c'est Hicham, je te remercie beaucoup. Je crois qu'on arrive à terme de notre présentation, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. J'enchaîne avec Khalid Bar, fondateur de Fit Consulting. Il va nous parler sur retour d'expérience par rapport à l'implémentation des CRM dans notre environnement marocain. Et Khalid, il décrit cette implémentation comme étant un processus plutôt, et aussi un outil d'assistance quotidien. Donc pour lui, c'est important qu'il parle de retour sur investissement. Je crois que c'est une question qui est importante, particulièrement pour tout chef d'entreprise, pour tout entrepreneur qui souhaite investir sur CRM. C'est une question à double raison d'exister. La première, on est confronté à la gestion commerciale, donc on a besoin d'automatiser, de piloter cette activité-là, mais en même temps, on veut savoir est-ce que l'installation, cette solution qu'on va mettre en place, est-ce qu'elle va réaliser l'objectif escompté. Donc, sans trop tarder, je donne le micro à Khalid. Merci Kautar. Bonjour tout le monde. Je remercie le CDD de m'inviter pour donc assister à ce forum national et international. Alors, je me présente rapidement, Khalid Bar. Donc, je suis associé gérant de cabinet de conseil Fate Consulting. Aujourd'hui, je vais faire une présentation pour essayer de vulgariser en fait et de parler un petit peu le langage commun de ce qu'on appelle CRM. Ma présentation va être orientée ça va pas être une présentation commerciale, mais plus une présentation informationnelle pour montrer ou démontrer les avantages qu'un CRM peut offrir, bien sûr, aux entreprises. Je vais essayer de partager une présentation si j'y arrive. Alors. Si, Inch'Allah, tu y arriveras. Je vais arriver. Tu y arriveras, c'est Khalid.
Partager. Voilà. Vous voyez? Bon. Génial. Voilà. Alors, bien sûr, quel est le souci de toute entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande? C'est d'augmenter sensiblement leur chiffre d'affaires, d'augmenter ou d'améliorer la satisfaction de leur parc client et en définitive avoir une harmonie dans les flux inter-entreprises entre les différents services par rapport à un besoin commun qui est le besoin du client, qui est l'intérêt du client. Mais d'abord, en fait, je vais quand même oui, d'abord, Field Consulting, en fait, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la relation client. C'est-à-dire notre raison d'être, c'est accompagner et conseiller les entreprises dans le choix de leur CRM, mais avant, bien sûr, dans l'ingénierie ou la réingénierie de leur process, mais aussi l'identification des KPI, des indicateurs de performance qui sont importants à suivre, parce que tout ça, on le fait pour suivre certains indicateurs. On va voir lors de ma présentation qu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'indicateurs, mais l'essentiel, trouver les fameux indicateurs fédérateurs sur lesquels l'entreprise va se baser pour suivre son activité. Donc, ça peut être 3-4 indicateurs par service. Quand je parle service, ça peut être bien sûr la direction générale, la direction commerciale, la direction financière et ainsi de suite, parce que on verra que le CRM, il touche vraiment l'ensemble des entités de l'entreprise. Mais d'abord, que signifie CRM? Le CRM, en anglais, c'est Customer Relationship Management, ou en français, c'est la gestion de la relation client. Donc, c'est une stratégie par laquelle l'entreprise vise à comprendre, anticiper et à gérer les besoins de ses clients actuels et potentiels. Donc, accompagner ses clients actuels, les écouter, les comprendre, mais aussi chercher à avoir d'autres prospects et d'autres clients grâce à justement un certain nombre de principes et de process que nous allons voir par la suite. Mais tout d'abord, le CRM permet une centralisation des données et une fidélisation des clients par la vue 360. On est bien d'accord qu'il est plus facile et rentable de fidéliser ses clients que de trouver de nouveaux clients. Les études montrent qu'il faut environ 5 fois plus d'efforts et de dépenses à recruter des nouveaux clients plutôt que de faire ce qu'on appelle des upsells ou des cross-sells avec des clients existants, c'est-à-dire vendre aux mêmes clients des choses dans la foulée, ou bien monter de niveau au niveau des choses qu'on lui a vendues. Alors, un projet de CRM consiste bien sûr à permettre à chaque secteur de l'entreprise d'accéder au système d'information pour être en mesure d'améliorer la connaissance du client et lui fournir des produits et des services répondant au mieux à ses attentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que même maintenant, vous avez beaucoup d'entreprises, on en trouve sur le marché des grands comptes aussi, mais essentiellement des petites et moyennes entreprises qui gèrent les commerciaux avec des fichiers Excel.
Ils font des factures ils facturent avec des traitements de texte. Il y a bien sûr des systèmes de messagerie éparpillés. La problématique, c'est que ces fichiers-là, bien sûr, ils sont éparpillés. Ils sont temporaires. Je veux dire, un fichier Excel aujourd'hui ou un tableur quelconque, il est valable à un instant donné, mais il n'est plus valable le lendemain, à moins d'aller rentrer dans ce fichier Excel, l'enregistrer avec une autre version, le dater, et ainsi de suite. En définitive, les informations sont éparpillées dans différents ordinateurs, différentes personnes. On ne capitalise pas sur cette information pour pouvoir faire nos statistiques, faire le suivi nécessaire. Et donc l'avantage d'avoir une vue 360, c'est que lorsque un client appelle, il suffit de rentrer son numéro de téléphone ou son nom, ou enfin n'importe quelle information pour que le système, en fait, en un clic, vous montre l'historique que vous avez eu avec ce client. Qu'est-ce qu'il a eu comme réclamation? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui comme devis? Est-ce qu'il y a des en cours? Et vous pouvez tout de suite en fait l'écouter, répondre à ses questions et lui offrir vos services et produits de manière vraiment personnalisée. En général, le CRM il répond en général à 3 problématiques: l'accroissement de la fidélité des clients. Donc, comme on disait, le fait de se mettre à l'écoute des clients afin de proposer les meilleurs services et des services personnalisés grâce à la vue 360. L'intégration multicanal, ça c'est important. On verra avec la transformation digitale que l'information peut être saisie de différents canaux. On peut même donner la main au client pour qu'il saisisse lui-même ces informations. Un client qui a besoin de passer une commande, c'est tellement plus agréable de lui permettre en fait de rentrer directement à travers d'un portail et de commander. Enfin, on retrouve un petit peu les sites de e-commerce, mais le e-commerce, il est plutôt fait pour, j'allais dire, le B2C, c'est-à-dire vers le consommateur final, un consommateur qu'on connaît pas forcément. Par contre, quand on a la relation B2B, c'est d'entreprise à entreprise, on a la possibilité de lui donner un portail avec un mot-clé, un login password. Et à partir de là, il est capable en fait de se connecter, d'avoir une visibilité en temps réel sur le stock de l'entreprise, de passer ses commandes, de faire ses réclamations et instantanément, l'information elle est au niveau du CRM. Encore mieux, le CRM va envoyer la réclamation automatiquement par workflow, par mail ou par SMS ou autre chose à la personne concernée pour qu'elle traite cette information vraiment en temps réel. Ça veut dire que en fait, vous êtes chez vous, vous êtes à votre bureau, l'information vient chez vous. On passe d'une logique, comme disent les Américains, de pull à une logique de push. L'information vient chez vous. Et donc le multicanal, en fait, on peut donner la possibilité aux clients de saisir des informations à travers des points de vente, des catalogues, par Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers des chatbox et ainsi de suite. Troisième problématique, c'est l'accroissement de la productivité et donc la réduction des coûts. La réduction de coûts grâce à l'automatisation de différents services. Nous avons accompagné une société multinationale qui avait fait une étude de satisfaction avant de mettre en place son système CRM. Ils étaient à 50% de clients satisfaits. Et après 9 mois en ayant installé le CRM, ils sont passés à quelque chose comme 93% de clients satisfaits. Mais ce n'est pas la mise en place du CRM qui est en fait le fait qu'ils aient augmenté cette amélioration, en fait, cette satisfaction. C'est essentiellement la réingénierie de leur process et 2, l'automatisation de choses que l'être humain faisait de manière répétitive. Et là, c'est le système qui les a pris en charge parce qu'il y a des moteurs d'intelligence artificielle et prédictifs que les CRM maintenant de plus en plus prennent en charge et le font à la place de l'être humain.
Et donc, indéniablement, on optimise les dépenses marketing et on améliore la cible et automatiquement on réduit les coûts. Donc, on a parlé en fait de la cartographie des processus métiers et du parcours client. Le déploiement d'une solution CRM, c'est une opportunité aussi, donc avec le risque de me répéter, pour identifier les process essentiels à gérer, à optimiser donc les processus clients. Un processus client, on peut faire une cartographie du parcours client. Alors, il faut savoir que chaque entreprise est là une particularité. Quand on parle de cartographie de parcours client, vous avez bien sûr un socle commun, ce qu'on appelle les best practices, mais chaque entreprise est là sa propre culture et le parcours client qui la concerne. Et donc, vous pouvez ainsi faire la réingénierie des process existants et planifier en fait des nouveaux workflows, donc des nouveaux flux internes vers le client aussi. Ça peut être par SMS, ça peut être par email, ça peut être par WhatsApp, etc. Tout dépend du canal que vous pouvez choisir. Tout dépend du canal que vos clients en fait adoptent sur tout ça. Mais en tout cas, un bon CRM doit être capable de gérer tous ces canaux. Le renforcement de la collaboration entre les équipes par la définition des critères de qualification des leads. Bien sûr, vous avez en fait des commerciaux, par exemple, et ces commerciaux-là, ils ont des objectifs. On verra tout à l'heure que parmi les KPI, on peut voir le chiffre d'affaires ou bien les commandes versus objectifs. Mais là, on est en train de parler de process, et le système CRM peut aider aussi le commercial dans son travail, dans ce sens que nous avons tous eu des ingénieurs d'affaires, des chargés d'affaires, des ingénieurs commerciaux, aussi bien juniors que seniors, qui font qui ouvrent des leads, qui ouvrent des opportunités, qui font des devis. Et au weekly, c'est-à-dire à la réunion hebdomadaire, on leur demande où est-ce qu'il en est de cette affaire. Et la personne, se pose des questions. L'idée, c'est que, en fait, le CRM les aide en mettant des règles. Par exemple, parmi les règles, on peut mettre si vous faites un devis et que après 2 semaines vous n'avez pas relancé le client, le système va vous envoyer un workflow, un mail au commercial pour lui dire il est temps que vous contactiez ce client pour telle chose ou telle chose. On verra aussi les lead nurturing, c'est-à-dire les mails workflows qui sont automatiques, qui sont robotisés et qui sont envoyés aux clients de manière systématique. Un exemple, tous les jours que Dieu fait de la semaine, le système peut envoyer un mail de joyeux anniversaire. Bien sûr, si vous avez cette catégorie de clients, c'est le mail qui va envoyer c'est le CRM qui va envoyer un mail personnalisé. Bonjour monsieur ou madame XY, nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour votre anniversaire, etc. Et après, on peut même aller plus loin pour dire nous vous offrons ce présent, ce petit cadeau. Donc le système sera automatiquement programmé. Si c'est une dame, alors on va plutôt aller vers un petit bijou, etc. Si c'est un homme, alors vers ceci, et ainsi de suite. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire automatiser le contact que vous avez avec vos clients pour le rendre heureux, dire que vous vous occupez de lui, d'autant plus que le mail sera personnalisé et sera signé par vous-même et le client aura l'impression que c'est vous qui lui avez envoyé ce. Donc un bon CRM doit être capable de faire aussi ce genre de choses. Bien sûr, la transformation digitale vient en plus renforcer le besoin ou la nécessité de mettre en place un CRM. Parce que le client, aujourd'hui, il évolue, il est toujours plus exigeant, il est attentif à la réputation de la marque, aux nouveautés, il découvre facilement sur Internet. Et le client, il est plus le client d'il y a longtemps, le client, il est volatile.
parce qu'en fait, il est engagé si vous l'accompagnez, si vous êtes en phase avec ses attentes, mais il est volatile, il peut tout de suite partir, encore pire, il peut faire partir avec lui d'autres clients, dans ce sens qu'il va vous évaluer sur Internet, et même si le fait pas, il va le partager dans les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, c'est important d'avoir un CRM pour être tout de suite d'attaque. Si vous avez une bonne appréciation, le client, ça lui fera toujours plaisir que vous lui répondiez pour lui dire nous vous remercions pour votre remarque, vos observations, et nous sommes fiers de vous servir. Si c'est une remarque négative, c'est pas grave, c'est constructif, mais il faut toujours répondre aux remarques négatives. Et si vous n'avez pas un CRM, vous risquez de zapper ça. Et donc un CRM doit être capable aussi de vous réacheminer ce genre de remarques vraiment en temps réel. Quand je dis le temps réel, c'est le temps réel. On verra tout à l'heure que tout ce qui vous sera demandé, c'est que de garder votre smartphone en charge pour que vous puissiez recevoir les messages que le CRM vous enverra quand il y a des événements importants. Enfin, l'utilisation simultanée d'outils de la gestion de la relation client, CRM, d'e-commerce, de marketing digital, permet d'acquérir une plus grande connaissance des clients et ainsi facilite le développement d'une stratégie personnalisée basée sur la connaissance et le parcours de chaque client. Un CRM, c'est important. Si avec ça, mais bien sûr, tout dépend de votre métier, du métier de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui adresse le consommateur final, ce qu'on appelle le B2C, c'est important d'accompagner ça avec un site de e-commerce. Et par contre, tout ce qui se fait sur ce site-là, il faut qu'il soit intégré de manière automatique dans le CRM. Et c'est pour ça, un bon CRM, il doit être capable de communiquer de manière intuitive avec les autres systèmes externes. N'importe quel système externe, grâce à des technologies qu'on appelle des API, ou là communément appelées des web services. Donc, si vous optez pour un CRM, il faut absolument, c'est vital, qu'il puisse avoir la technologie web service. Comme ça, si vous avez d'autres systèmes de back-office, tout à l'heure on a parlé de SAP, mais ça peut être aussi de l'Oracle application, ça peut être du Sage, ça peut être autre chose. La possibilité de les connecter de manière intuitive avec votre CRM. Donc CRM, web service, c'est important. En définitive, donc l'activité de votre entreprise, elle est à portée de main parce que vous disposez d'une vue claire sur vos prospects, sur vos clients, sur vos fournisseurs. Vous élargissez votre marché grâce aux campagnes marketing intégrées dans le CRM. Donc, il faut que le CRM puisse aussi intégrer les campagnes marketing. Avec ça, vous augmentez les ventes par le suivi automatique du forecast. Le forecast, pour les profanes, c'est ce que vous allez faire à un instant donné. Le forecast peut être trimestriel, peut être semestriel, peut être annuel. Et donc, le système va calculer, en fait, le CRM doit être capable de pondérer. Quand un commercial ouvre une opportunité, il va lui donner un délai, c'est-à-dire qu'elle doit être clôturée à telle date, mais il faut qu'il lui donne aussi un poids, une pondération, une probabilité. Le commercial doit être capable de dire, je devrais conclure cette affaire en 31 décembre et j'ai 70% de chances de la conclure. Et donc, le système CRM doit être capable, en fait, de pondérer cette opportunité pour vous la présenter dans votre forecast. Il faut qu'il puisse gérer de façon intégrée les devis, les commandes et factures pour ceux qui n'ont pas déjà un système de back-office. S'il a un système de back-office, tout à l'heure j'ai parlé de web service, il faut que le CRM puisse être capable de se connecter à ce back-office. Alors, il faut qu'il puisse gérer aussi la gestion du recouvrement. Ça, c'est important parce que c'est là où le bas blesse. Quand la société, quand elle facture, il faut qu'elle suive son compte client. Il faut que le système CRM puisse être capable de le faire. Collecter les doléances et les réclamations des clients. Le CRM doit être capable aussi de proposer un portail
un portail pour que, tout à l'heure on en a parlé, pour que le client puisse éventuellement faire ses doléances ou bien dire ses réclamations à travers le réseau, à travers le portail, et automatiser les actes de validation et de gestion grâce au workflow. Tout à l'heure on a parlé de workflow, c'est-à-dire automatique qui partent vers le client, mais vous avez aussi la notion de workflow interne, inter-entreprise. Autrement dit, un commercial, il a ouvert une opportunité, son manager va recevoir un mail avec l'opportunité pour dire une nouvelle opportunité vient d'être créée. Un devis qui a été fait doit être validé par le responsable financier ou des choses comme ça. Et donc tout ça doit être automatisé. Il faut vraiment vous concentrer sur votre vrai travail et laisser les tâches répétitives de validation et tout ça au système. Lorsque le client fait une réclamation à partir du portail ou même à travers le centre de contact, si vous avez un centre de contact, ou bien il appelle au téléphone pour dire voici ma réclamation, il faut qu'il puisse instantanément recevoir un mail pour dire cher monsieur client, avec son nom, prénom encore une fois, nous avons reçu votre réclamation qui est la suivante et monsieur Intel va vous répondre dans les 48 heures ou dans les... Et là on parle de la notion de SLA, Service Level Agreement, c'est-à-dire un délai d'engagement pour répondre à la réclamation du client. Donc, il faut que le CRM puisse aussi gérer cette histoire de SLA, le Service Level Agreement. Enfin, opter pour les indicateurs de performance les plus pertinents, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure indicateurs fédérateurs. Là, j'ai marqué ici une dizaine, moi j'en avais une centaine, mais je ne vais pas tous les mettre. Ici, les KPI, mais en fait, il faudrait sélectionner les 5 ou 6 les plus pertinents par profil. Quand je dis profil, vous avez le profil directeur général, profil directeur commercial, profil directeur financier, profil commercial tout court, et ainsi de suite. Profil SAV, le service après-vente. Et donc, parmi les indicateurs, on peut trouver, par exemple, le taux de satisfaction des clients, par exemple, le Net Promoter Score, les clients qui peuvent éventuellement nous recommander, le CSAT, le score, le Customer Satisfaction Score, c'est-à-dire là en général on donne une question, une seule question au client. Est-ce que vous êtes satisfait, moyennement satisfait, assez satisfait, pas satisfait du tout? Et donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont importants pour le suivi et pour en fait nous challenger et pour aller de l'avant. Voilà globalement en fait un bon CRM, ce qu'il faudrait qu'il offre. Maintenant, quels sont les types de CRM que vous pouvez trouver sur le marché? Vous avez 2 types de CRM en fait. Vous avez les open source. Un open source signifie que le code source est ouvert et qu'il peut être modifié par tout le monde dans le but d'apporter des améliorations. Donc il permet un mode de travail collaboratif, il est gratuit et il est doté d'une licence libre. Donc la communauté web apporte constamment des mises à jour, ce qui lui permet d'être évolutif et personnalisable. Où là, vous avez le logiciel propriétaire, c'est-à-dire il est conçu et écrit par une entreprise de services et d'ingénierie informatique. Il est commercialisé sans source et sous une licence d'utilisation. Il est donc impossible et illégal de modifier le logiciel ou encore son fonctionnement. L'acheteur ne peut alors utiliser le logiciel pour d'autres manipulations, mis à part celles mentionnées. Vous avez ces deux catégories de logiciels, mais vous avez aussi les logiciels on demand, c'est-à-dire en mode SaaS, Software as a Service, à savoir au lieu d'installer le logiciel chez vous, vous louez des accès. Alors vous avez en fait des éditeurs de logiciels propriétaires. Il me reste 5 minutes. C'est bon, j'ai fini. Il vous reste, vous avez des éditeurs de logiciels qui vont le mettre en cloud, parce que tout à l'heure on en a parlé, et donc vous achetez en fait, vous louez en quelque sorte les accès et vous payez mensuellement. Et vous avez aussi les logiciels on-premise, c'est-à-dire que ce sont des logiciels que vous installez chez vous
Mais pour ça, il vous faut des serveurs, il vous faut un informaticien, il vous faut des gens qui vont suivre ça. Ça, c'est plutôt pour les grands comptes. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, c'est Khalid. C'était très riche comme information. Personnellement, moi, je ferai un petit résumé parce que j'ai saisi. C'est l'importance d'avoir un CRM. De façon générale, CRM, par définition, c'est la gestion de relations clients. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui le gèrent d'une façon manuelle à travers. Certains le gèrent même pas. Certains le gèrent à travers des fichiers Excel qui sont pas centralisés, qui sont pas mis à jour, et l'information se perd. Et la décision derrière qui doit être prise en considération se perd encore. D'où l'importance d'avoir un outil, d'avoir une base de données centralisée, un outil dynamique pour fédérer toute l'équipe et particulièrement les managers qui doivent prendre la décision adéquate pour faire avancer leur business. Mais en plus qu'il soit un simple outil, son implémentation, bien entendu, nécessite un regard peut-être profond sur l'entreprise pour voir, parce qu'on doit voir l'entreprise comment elle fonctionne, comment son équipe commerciale fonctionne. Donc on doit lors de l'implémentation voir le processus de l'entreprise pour être en mesure de mettre en place une solution adaptée à l'entreprise et pas n'importe quelle solution. Alors, moi, je retiens, c'est que le CRM, c'est l'activité de l'entreprise à portée de main. Ça veut dire toute l'entreprise, Exactement. Toute l'activité, tout le suivi, toute la gestion commerciale, pas la gestion, le pilotage commercial à portée de main par rapport à, et ceci grâce à l'apport de tout ce qui est workflow, à l'automatisation. Il y a certaines tâches qu'on peut automatiser. Donc, on va limiter la charge par rapport aux ressources humaines. De cette façon-là, on gagne en efficacité, on gagne en productivité. Exactement. Avant de terminer, tu avais parlé de KPIs. Alors, KPIs, ce sont les indicateurs de performance, ce sont les indicateurs clés de performance dans une entreprise. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment très important, je veux dire, pour toute chef d'entreprise. De toute façon, il n'a pas le temps ni le loisir pour revoir toute l'activité de son activité. Le plus important, c'est qu'en fin de journée, fin de semaine, fin du mois, qu'il y ait un tableau avec les indicateurs, ou peut-être avec l'évolution de ces indicateurs, pour qu'il ait une idée, au moins, pour qu'il puisse poser la bonne question. Sinon, il sera submergé par le quotidien, par les opérations, et du coup, il ne peut pas faire avancer son entreprise. Donc là, vous avez donné une indication qu'il faut avoir peut-être 3 ou 5, peut-être le minimum, un certain nombre je dirais, d'indicateurs qui permettent et un CRM, c'est un outil digital, un outil numérisé, qui respecte les process de l'entreprise et le mieux adapté, le mieux positionné pour donner ces indicateurs. Et tu termines aussi par le type de logiciel. Bon, deux grands axes, je veux dire propriétaires, dont la source code n'est pas diffusée, n'est pas connue, comme celui tout à l'heure on a vu avec SAP, il y en a d'autres, Sage, Ciel, Microsoft et j'en passe. Mais aussi il y a les logiciels, ce qu'on dit open source. Alors open source, souvent on confond open source et gratuité. C'est pas le cas. C'est Khalid. Alors, effectivement, c'est pas le cas dans ce sens que un open source, vous avez la licence d'utilisation, mais vous n'avez pas le droit de le revendre. Vous avez aussi la possibilité de modifier ou d'adapter en fait les programmes sources pour vous. Ce que nous, en tant que cabinet de conseil, nous déconseillons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un CRM open source et vous pouvez faire tous les paramétrages que propose un autre logiciel propriétaire sans toucher au noyau. Pourquoi? Parce que en fait, quand la communauté ou l'éditeur de l'open source l'upgrade, le monte à un niveau, le fait de toucher au noyau, vous risquez de tout perdre ou même de le déstabiliser. Donc, restez toujours au niveau paramétrage et configuration globale. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des solutions qui sont hybrides, dans ce sens que vous avez des professionnels
qui ont adopté cette open source, qui l'ont cloudé ou SaaS et qui offrent en fait la solution préparamétrée qui la propose aux clients finaux. Excellent. Donc ça, c'est le troisième aspect, c'est que il y a des solutions en cloud. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Voilà. Voilà, on prend quelque chose qui est déjà disponible, que les intégrateurs peuvent mettre, peuvent adapter aux besoins de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu recommandes pas, bien entendu, de toucher l'open source alors qu'il est, on peut le modifier, voilà. Sauf par un professionnel pour ne pas déstabiliser, pour ne Exactement. pas, voilà, même par un professionnel, je dirais que c'est très très dangereux dans ce sens qu'il faut rester en permanence avec ce professionnel parce que c'est lui qui sait où est-ce qu'il a fait les tunings, où là il a retouché dans quelle ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que un open source CRM, vous avez plusieurs millions de lignes. Ouais. Et donc il faut vraiment éviter. Ça, c'est vraiment, je le conseille fortement. Il faut jamais toucher aux sources d'un open source. Ok, excellent. Écoute, Cyril, merci beaucoup. On arrive à terme de cette présentation. Je te remercie beaucoup pour c'est moi. Pour la richesse, pour la présentation. Merci beaucoup. Et on enchaîne directement avec le côté marketing. On peut parler de commercial sans parler de marketing, mais pour une entreprise, il est impératif de travailler sur le côté marketing. Et là, j'ai le plaisir d'introduire Gabriel Zapiro, qui va nous parler de digital marketing, du inbound marketing Sherpa. Gabriel, c'est un plaisir renouvelé de t'avoir parmi nous. Écoute, sans trop tarder, je cède le micro. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je suis absolument ravi d'être parmi vous. J'adore le Maroc et j'y viens très souvent. Je venais très souvent. C'est vrai que le coronavirus m'a empêché de revenir autant de fois que je le voulais et j'ai eu l'occasion de lancer mes premiers livres sur l'inbound marketing et j'espère pouvoir lancer le prochain, on en parlera, qui paraîtra en janvier 2021 et qui est le premier livre en français sur la complémentarité entre l'inbound marketing et l'ABM, c'est-à-dire l'account-based marketing. Alors, pour rapidement dire ce que c'est, l'inbound marketing, c'est l'art de lancer un filet pour attraper des poissons. Et l'ABM, c'est de choisir les poissons avec une canne à pêche pour sélectionner les personas, comme on dit, la cible la plus pertinente. Voilà. Donc, je vais commencer directement, pour garder le temps qui m'est imparti, sur l'inbound marketing au départ. Alors, il était une fois l'inbound marketing. Et la présentation. Alors, j'aime bien écrire « Il était une fois l'inbound marketing » parce que je vais vous raconter une histoire. L'inbound marketing, c'est vraiment une démarche qui est nouvelle et qui est fondée sur la définition suivante: comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. C'est le Graal de tous les gens de marketing et les commerciaux. C'est quelle est la démarche qui fasse en sorte que les clients, les prospects viennent à vous au lieu d'avoir une démarche push ou une démarche d'harcèlement. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, comme le dit si bien Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Avec l'inbound marketing, vous avez enfin une vision marketing claire qui est fondée sur une démarche altruiste, sur une démarche de partage et sur une démarche de co-création avec votre client. Alors, comment se présente l'inbound marketing? Comme vous avez vu, c'est l'intérêt de faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et je me suis fondé sur une définition de Cicéron. Peut-être était-il le premier spécialiste du inbound marketing, et qui disait: si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, ressentir mes émotions et parler avec mes mots. Ça veut dire que si vous entrez en inbound marketing, vous allez devoir analyser de manière comportementale, émotionnelle et rationnelle vos cibles spécifiques, c'est-à-dire les personnes que vous allez vouloir joindre. Alors, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, le désir précède le besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez deux, j'allais dire, théoriciens de l'inbound marketing. Vous avez Brian Halligan, qui est le pionnier de l'inbound marketing, et qui globalement dit: il faut convaincre pour séduire. Ça, c'est la démarche américaine.
Et moi qui suis le français, je suis le numéro 2 en inbound marketing, je prétends qu'il faut d'abord séduire pour convaincre. Et donc, vous voyez que je vais vous proposer 7 étapes pour transformer votre suspect en coacteur et en ambassadeur de votre marque. 7 étapes qui partent de la séduction pour progressivement vous inciter votre client à devenir un coacteur, d'où le nom de Sherpa, puisque vous savez que le Sherpa, c'est celui qui accompagne les alpinistes en haut des cimes en général de l'Himalaya. Alors, vous allez avoir 7 étapes, nous allons les développer ensemble, et moi, je vous invite à adopter ces 7 étapes, vous entrez directement en inbound marketing, et à vous d'avoir une responsable qui regarde si on remplit correctement, attirer, séduire, convertir, permettre, conclure, fidéliser et co-créer. Alors, la première, c'est attirer. Alors, attirer, j'ai mis aussi une phrase de Maria Callas que j'aime bien, il vaut mieux être une bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise chanteuse d'opéra, parce que attirer, c'est l'art de trouver une différence pour que la personne qui est sur votre site se dise « j'ai intérêt à y rester ». Il y a 2 outils fondamentaux, le site et le blog. Et ça, sachez être différent. Sachez ne pas faire de site vitrine. Sachez ne pas faire des blogs ennuyeux. Il y a une chose terrible, c'est de voir tant d'articles qui sont ennuyeux. Et sachez reprendre le terme de Churchill qui dit « il est impardonnable d'ennuyer son interlocuteur ». Séduire, qui est la 2e étape. Comment peut-on séduire? Je vous invite à créer des imprévus, c'est-à-dire des ruptures rédactionnelles ou graphiques dans votre site ou dans votre blog pour tout d'un coup dire à l'internaute « Ah, il se passe quelque chose sur ce site ». Alors ensuite, il faut convertir, ça c'est vraiment l'élément important parce qu'après avoir séduit, il faut convaincre la personne qu'elle a intérêt à vous appeler. Comment? 2 points. C'est pour ça que je laisse l'ensemble des éléments qu'il faudrait approfondir, mais les 2 premiers points sont les plus importants. Une stratégie d'appât. Et oui, vous pouvez pas attirer les gens uniquement par l'intérêt même intellectuel, scientifique de ce que vous dites. Il faut trouver des appâts, et nous allons voir lesquels, et avec effectivement l'ambition de gérer des leads avec toute une série d'actions. Alors, quand vous avez trouvé ces appâts, effectivement, moi je vous invite peut-être à lire mes livres. Vous voyez, il y en a déjà 2 que j'ai sortis et qui sont le premier a eu le grand prix du meilleur livre de marketing, le 2e a été aussi nominé, il va y avoir un 3e. Et bien dans ces livres, vous allez voir qu'un élément clé, c'est le marketing de la permission et du désir, parce qu'au fond, le premier fondateur de l'inbound marketing, c'est Seth Godin. Seth Godin, qui a inventé un bouquin magnifique. C'est pour moi le meilleur bouquin, et c'est ce qui m'a permis d'entrer en inbound marketing, c'est le marketing de la permission. Il a écrit un fabuleux bouquin qui s'appelle The Permission Marketing, et dont la définition est la suivante: n'envoyez de messages qu'à ceux qui vous en ont donné la permission et qui l'ont désiré. Alors, comment le faire? Comment créer la permission? Eh bien, c'est cette stratégie d'appât qui incite volontairement l'internaute à vouloir prendre contact avec vous. Vous avez toute une série d'appâts. Je me suis permis de mettre en premier les webinars, puisque c'est très à la mode en période de confinement, et j'ai parlé d'évangélisation. Je parlerai aujourd'hui d'éducation. C'est qu'au lieu, justement, uniquement de communiquer, il faut éduquer vos cibles. Alors, évidemment, in fine, il faut conclure. Là, je me suis permis de mettre une phrase de Jean-Claude Duss, qui a écrit, je ne sais pas si vous avez vu ce film il y a quelques années, qui s'appelait Les Bronzés, et qui disait « J'avoue qu'il faut conclure ». Eh bien, ici, pour conclure, pour permettre à l'internaute de signer votre contrat, pratiquer le lead nurturing, c'est-à-dire, ce qui est très important, l'extraction des données, ou plus généralement, ou de manière un peu plus mondaine, on parle de scrapping de la data. Oui, ayez quelqu'un chez vous qui s'occupe d'extraire les données les plus pertinentes. Nous avons pris justement quelqu'un qui, pour nos clients, extrait les données les plus essentielles, ce qui va nous amener dans quelques instants à parler de l'ABM. Alors, fidéliser, là aussi, il y a plusieurs outils, plusieurs démarches. Alors, la plus importante, on oublie souvent, c'est la stratégie des early adopters. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous venez d'avoir un nouveau client. Mais c'est une perle rare, le nouveau client. Parce que, ou bien,
Et c'est dramatique. Il se dit, j'ai bien fait d'acheter chez cette société, ou alors j'ai fait un mauvais choix. Eh bien, c'est ce dilemme qu'il affronte. À vous de faire en sorte qu'ils se disent, j'ai fait le bon choix. Et nous-mêmes, lorsque nous faisons des stratégies, nous appelons ça la stratégie du bon choix. Comment rassurer l'acheteur qu'il a fait le bon choix? Alors, in fine, eh bien, vous participez à ce que j'appelle la co-création. Comme l'a très bien dit Jérémy Rifkin, qui a dit le monde aujourd'hui se développe par le sens du partage et des communautés collaboratives, à vous de créer les structures pour faire participer vos clients à votre propre création. Vous les fidélisez d'autant plus. Et je vous propose que 2 fois par an, 3 fois par an, 4 fois par an, vous créiez un comité VIP. Qu'est-ce que c'est qu'un comité VIP? Eh ben, c'est amusant, c'est pas Very Important Person, c'est Value Innovation Programme. Ce sont des comités qui ont pour mission d'innover. Car si vous n'innovez pas, justement, dans ces périodes même difficiles que nous vivons, vous mourrez. Eh bien, ces comités VIP vont vous aider avec des clients les plus fidèles et avec, évidemment, votre département recherche, développement, marketing, de trouver de nouvelles offres. Alors, nous en arrivons. Nous avons fini les 7 étapes du l'inbound marketing. Nous avons mis notre filet de pêche. Nous avons trouvé des poissons. Maintenant, faut-il encore les sélectionner? Et ça, c'est l'étape fondamentale de mon nouveau bouquin qui va paraître en janvier 2021. C'est le lien entre l'inbound marketing, les poissons dans un filet, et l'ABM, la sélection des poissons. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que dans l'inbound, vous attirez les visiteurs, comme je viens de le dire, sur votre site et selon différents outils, tandis que dans l'ABM, vous recensez les entreprises ciblées, vous engagez avec eux une campagne personnalisée et vous établissez une relation de longue durée. Concentrez-vous sur les comptes qui comptent. Et ça, c'est une démarche tout à fait nouvelle. Il n'y a pas de livre en français. Je suis très heureux qu'avec mon partenaire, Laurent Olivier, nous l'avons écrit à 2, Laurent Olivier, spécialiste de l'ABM, moi plutôt spécialiste de l'inbound marketing, nous avons, renforcé notre puissance et notre expertise pour créer justement cette complémentarité avec l'approche Ethos, qui est une approche exclusive de ce livre, ETHOS, c'est-à-dire que l'ABM repose sur la recherche de l'étonnement sympathique lorsqu'on s'adresse à une cible que l'on veut personnaliser. Il faut tracer, c'est-à-dire suivre la vie, non pas la vie de votre vente, mais la vie de votre client humain. Aujourd'hui, même si nous sommes dans le cadre du confinement du coronavirus, on retrouvera la valeur de la relation humaine. Ongoing, c'est toutes les actions périodiques liées au marketing automation et la solidarité. C'est peut-être pas nouveau, mais c'est de plus en plus pertinent. Associer dans vos entreprises le marketing et les sales avec des KPIs communs et avec un tableau de bord commun. Voyez par exemple, vous pouvez automatiser et personnaliser. Voilà une société qui s'appelle Bloom. Eh bien, quand elle écrit à une société qui s'appelle RSI, elle met sur le mailing le sigle de la société prospect, de la société cliente. C'est pas eux qui le font. C'est un logiciel qui est formidable. Je le dis, je n'ai pas d'intérêt pour ce logiciel, mais qui personnalise votre campagne de communication et qui s'appelle Lemlist. Vous pouvez, comme j'ai dit avec l'étonnement, ouvrir les portes de rendez-vous. Il y a eu quelqu'un qui parlait de SAP. Eh bien, voilà effectivement une campagne qui a associé SAP, Atos et Google Cloud. Et les gens ont reçu, pour créer le premier lien relationnel, une multiprise avec le thème « Rester branché ». Le nouveau modèle économique sera fondé sur le partage et les communautés collaboratives. Oui, pour réussir aujourd'hui dans le monde du business, partagez votre savoir, suscitez l'envie de ce partage et créer des communautés collaboratives. Ça, c'est la deuxième partie. On va retrouver l'aspect humain, créer au sein de vos cibles privilégiées des clubs de la performance, club de la relation, club des managers, club des dirigeants, parce qu'au sein de ces clubs, vous créez des relations humaines qui vont vous permettre effectivement de fidéliser votre clientèle. Pour, si vous le voulez bien, retrouver tout ce que je viens de vous dire, dès le 22 janvier, notre nouveau livre va apparaître, de l'inbound marketing à l'ABM, les nouvelles routes du marketing. Vous voyez les deux
pyramide qui représente l'une l'inbound marketing, l'autre l'ABM, et puis ceux ou celles qui auraient envie de suivre nos formations en distanciel ou en présentiel. Sachez que justement, nous-mêmes, innovants, nous avons créé un centre de formation que nous avons appelé RED Academy, fondé, centralisé, focalisé sur l'inbound marketing et l'ABM. Et je vous propose de vous intéresser à notre site red.academy et à nos futures formations en 2021, le 2 février pour l'inbound marketing et le 3 février pour l'ABM, pour montrer cette complémentarité. Je vous invite bien sûr à vous procurer en janvier notre livre que je viendrai lancer officiellement au Maroc selon les négociations qui sont en cours. Je voudrais vous remercier infiniment de votre écoute et j'espère que je suis je n'entends pas. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, là, vous m'entendez. Voilà, je vous entends. Gabriel, merci beaucoup, Gabriel. C'était vraiment très riche. Honnêtement, je pourrais pas résumer la présentation parce qu'elle était simple, claire. Ben voilà, donc je ne peux pas refaire la présentation. C'est aussi simple que ça. Je vais voir si on a des questions, si on a des commentaires par rapport à ce qui a été présenté. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été accessible? Oui, il y a Cédric qui dit sur les commentaires des participants, voilà, je vois effectivement c'était très clair, très intéressant. Bah, il y a un commentaire que je vois vraiment, que je partage aussi. Bah, il dit que la voix était l'intonation de la voix était bien faite, qu'on n'a pas vu le temps passer. C'était vraiment comme de storytelling. Bon, il faut que je peux dire c'est que à part évidemment ma passion pour l'inbound marketing, je suis aussi passionné de théâtre. Donc j'écris, je mets en scène et je produis des pièces de théâtre. Donc je pense connaître un peu le sens de l'expression oratoire. Excellent, ça explique tout, Gabriel. Ça explique tout là. Puis-je dire que il n'y a pas que le marketing, il n'y a pas que le marketing, il y a le théâtre aussi. Et je vais produire une pièce qui s'appelle 2 sur la balançoire, qui est une très jolie pièce de William Gibson, pièce américaine qui a été grand succès en France, et je suis en train de négocier pour pouvoir la produire au Maroc. Excellent. Vous pouvez la retrouver on a la première de cette information, n'est-ce pas? Tout à fait. On a Tout à fait. Et c'est une très jolie pièce que vous pouvez retrouver sur YouTube, l'histoire d'un couple qui se cherche, qui se déchire et qui se trouve. Voilà. Excellent. Donc là, pour revenir un petit peu au livre, donc le livre aujourd'hui n'est pas encore disponible, c'est ça? Le livre sera disponible le 22 janvier. C'est édité chez Pearson, qui est une très jolie maison d'édition américaine, qui envisage d'ailleurs de les traduire en anglais. Et je suis très heureux de pouvoir associer mon partenaire Laurent Olivier, directeur associé dans une agence aussi de communication. Nous avons ensemble, je pense pour la première fois, trouvé les chemins de la complémentarité entre l'inbound marketing et le count-based marketing. Alors dès le 22 janvier, ça sera dans les librairies et j'espère et je souhaite et je fais tout pour pouvoir venir le présenter au Maroc, à Casablanca. Excellent. Comme on dit, Inch'Allah, voilà. Excellent. Ben écoutez, Gabriel, moi je vois pas d'autres questions ici. Je crois qu'on a fait le tour. Ben écoutez, je tiens vraiment à te remercier. C'était vraiment très clair, très intéressant. Ça donne envie et d'épouser le marketing, le inbound marketing. Ça donne envie de lire le livre et ça donne envie aussi de vous rencontrer une fois au Maroc, Inch'Allah. Et je me permets de vous dire choukran, parce que je suis bilingue.
Excellent. Merci beaucoup, Gabriel. Allez, au revoir. Là, j'enchaîne avec Fethi. J'espère que j'écorche pas le nom encore une fois. Houayshin. Fethi Houayshin. Oui, bonjour. Certainement, je ne serai pas le seul à vous dire que vos yeux ne semblent pas être chinois. Ça, c'est sûr, effectivement. Et j'avais la même question pas mal de fois, en fait. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Parfaitement, on vous entend très très bien. Merci infiniment. Bon, c'est last et pas list, j'espère. Et j'espère que vous avez toujours l'énergie. Ah oui, bien sûr. Et comment? Parfait. Je suis le seul qui a toujours de l'énergie. Les autres dorment. Ah non, ils disent non, ils sont là. ما عجبهمش الحال علاش قلتها. الله يحفظ الجميع إن شاء الله. Ok. Merci infiniment pour cette opportunité. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup à Cédric en particulier. Bon, je sais que Avaya, c'est bien connu donc sur la région et en particulier au Maroc. On a fait donc le préavis. Merci Dieu, donc on a beaucoup de partenaires. Voilà, parce que nous, on ne dit pas des clients, on est des partenaires. Donc avec tout le monde qu'on travaille, on est des partenaires. Avaya, c'est le leader mondial dans tout ce qui est solution de centre. En fait, il y a beaucoup de monde qui appelle ça centre d'appel, centre de contact, mais maintenant c'est l'expérience client d'un côté et de l'autre côté, c'est l'expérience utilisateur ou bien les communications unifiées et la collaboration. Donc, Avaya est venu de racine Bell Labs Innovation, AT&T, Lucent puis Avaya. Donc, c'est un petit start-up de plus que 140 ans d'existence. Aujourd'hui, et par rapport à ces thèmes en particulier, donc le centre de contact, ou bien comment augmenter peut-être la productivité, l'efficacité, en fait, de la vitrine ou bien de front office, qui est généralement donc les agents dans le centre de contact. Mais je voulais commencer en fait parce qu'on parle d'une entreprise, l'entreprise, donc il y a toujours de la clientèle, chaque entreprise a ses clientèles et l'objectif c'est vraiment de bien servir et satisfaire donc les clients. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi donc les employés de la société, les back office ou bien les gens qui font le travail donc en back office, il faut aussi donc les bien équiper. Il faut les bien roder, les bien former, parce que la qualité des employés, certainement, ça reflète vers la clientèle. Donc, nous, on a la solution ou bien les solutions, en fait, qui gèrent ou bien qui permet de gérer les deux, en fait, de donner les outils nécessaires pour les back-office et les front-office. Juste en termes de chiffres, Avaya, au jour d'aujourd'hui, sur le marché mondial, donc, on a plus que 5 millions de positions centre de contact. Et d'ailleurs, au Maroc, je crois, il y a l'un parmi les plus grands employeurs au Maroc, c'est, si je me permets de citer le nom, Intelsia, c'est parmi nos clients au Maroc. Donc, ils ont, je crois, plus que 10 000 de positions pour le centre de contact. Et entre autres, donc, on a beaucoup de solutions, beaucoup de clients ou bien de partenaires, j'insiste sur le mot partenaire, dans les différents domaines, en fait. On appelle ça verticaux. Verticaux, c'est, voilà, les banques, les secteurs publics, l'hôtellerie, quels que soient donc les secteurs, on a des références et on a des partenaires sur le Maroc en particulier, en fait. Aussi, donc, tout ce qui est communication unifiée et collaboration, c'est la solution, ce qu'on appelle avoir les employés engagés. C'est en fait tout le monde travaille ensemble, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut utiliser n'importe quel device, n'importe où, ils peuvent donc travailler. Ça, c'est la solution qu'on appelle l'engagement des employés, ou bien en toute simplicité, c'est tout ce qui est communication unifiée et collaboration. Le jour d'aujourd'hui, on a plus que 100 millions d'utilisateurs donc basés sur la technologie Avaya dans le monde entier. Et c'est juste pour vous dire, et par rapport
malheureusement, donc, la pandémie de Covid, on a donné donc l'accès aux gens à plus que 2,5 millions d'utilisateurs ou bien de personnes de travailler à distance. Donc, tout à coup, il y avait le confinement, d'où la nécessité de, voilà, avoir les gens travailler à distance, de leur donner le moyen, la flexibilité pour qu'ils continuent donc leur travail à distance. Donc, on a donné plus que 2,5 millions d'utilisateurs en fait, les outils nécessaires, bien évidemment, pour continuer leur travail. Et lorsque j'ai dit aussi, donc, les utilisateurs, c'est les employés, en fait, back-office, et aussi les agents. Les centres de contact, les centres d'appel, ils se trouvent d'un coup, qui sont obligés de réduire, donc, leur capacité, d'avoir les solutions de travail à distance, ainsi de suite. Et nous, on était présents, et depuis les premiers jours, donc, on a aidé tous nos clients, donc pour continuer leur business et travailler absolument à distance. Concernant donc les relations clients, les centres d'appel, ainsi de suite. Les amis tout à l'heure, ils ont présenté donc les solutions CRM. Ils ont tous parlé de ce qu'on appelle multicanal, la transformation digitale. Avant, il y avait que la téléphonie ou bien la téléphonie first, la téléphonie avant tout. Mais maintenant, la nouvelle génération avec les applications, avec donc la bande passante, ainsi de suite, d'où l'adaptation vers ce qu'on appelle donc les multicanals ou bien les digital. Mais en réalité, si on parle de multicanal, on n'aura pas, ou bien les clients n'aura pas ce qu'on appelle le 360 degrés de visibilité et de gestion. Là, la nouvelle, en fait, la nouveauté s'appelle omnicanal. C'est vrai, donc des canaux, des différents canaux. Je peux avoir, j'ai dit juste des exemples, la voix, la messagerie instantanée, la vidéo, les fax, les mails, ainsi de suite. Lorsqu'on dit multicanal, c'est-à-dire donc des canaux silos. Donc, à la fin, même point de vue gestion, point de vue de visibilité des clients, on n'aura pas donc le 360 degrés. Le jour d'aujourd'hui, donc nous, à Avaya, on offre la solution basée sur omnicanal ou bien omnichannel qui permet donc la vraie visibilité de 360 degrés. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, en fait, nous tous, on est des clients et nous tous, donc on cherche d'être servis, quel que soit les canaux, quelle que soit l'heure, quel que soit donc l'endroit, ainsi de suite. Donc, à titre d'exemple, si je fais un appel téléphonique, voilà, il y aura un agent qui va me répondre. Si j'envoie un email, si je fais une session de chat ou bien messagerie instantanée à travers les sites web, si je vais faire le parcours d'un site web, il y a des offres, il y a des options. Si je fais le parcours de ce qu'on appelle les services, les self-service, donc il faut que lorsque j'arrive chez l'opérateur ou bien l'agent, les téléconseillers, il faut qu'il soit au courant de tout l'historique. Et même avant d'arriver donc vers l'agent, il faut que l'agent soit au courant du contexte. On appelle ça contexte. C'est les CRM, c'est là où il en fait stocke par exemple les données, l'historique, ainsi de suite. Mais la solution donc omnicanal, il les permet de faire même le routage des demandes des clients suivant les contextes. Je vais donner un autre exemple simple. J'appelle ma banque. Donc, j'ai fait les parcours de IVR que tout le monde connaisse, donc les self-service, bienvenue chez la banque, ainsi de suite, les options. Et je cherche, par exemple, d'avoir un paiement par facilité sur un service ou bien sur un produit que je l'ai acheté. Mais malheureusement, je ne vais pas arriver donc à finir la tâche. Donc, automatiquement, les centres de contact, ils soient au courant que, voilà, monsieur Fatih, par exemple, il était sur l'IVR, il était sur les self-service, il a cherché des options, mais il n'a pas arrivé. Donc, automatiquement, la solution doit être capable en fait, de me rappeler et de ne pas rater l'opportunité. La même chose, si je suis sur un site web, les sites web des clients, je suis en train de naviguer, je cherche, en fait, je dis juste des exemples, je cherche, je sais pas, un crédit automobile, mais je ne vais pas arriver. Donc, la banque, ils vont être au courant immédiatement qu'il y a un client qui a cherché cette information et, bien évidemment, ils vont contacter donc les clients pour vraiment ne pas rater l'occasion.
Aussi bien le jour d'aujourd'hui, comme je déjà dit, donc tout ce qui est omnicanal. Omnicanal, c'est-à-dire, voilà, tous les canaux, ou bien tous les canaux sont disponibles pour les clients. Mais par contre, parfois, il faut des recommandations. Donc, on donne des recommandations aux clients. Par exemple, le centre d'appel, il est complètement occupé, mais il y a des agents qui peuvent, ils sont occupés sur la partie téléphonie, par exemple, mais ils peuvent gérer des sessions de chat en parallèle. Donc, si un client veut contacter le centre de contact, le centre d'appel, en fait, on peut lui proposer ce qu'on appelle best channel. Donc, on recommande au client, voilà, pour être mieux servi, voilà, il vaut mieux utiliser ces canaux. Il s'agit d'instantané, appel vidéo, ainsi de suite. Et bien évidemment, s'il s'agit d'un client qui n'est pas vraiment assez content, il faut lui donner un traitement spécial. Donc, bien évidemment, il faut recommander le canal vidéo. Vidéo, ce sera une conversation beaucoup plus, en fait, personnalisée et c'est simple. Ce sera plus simple plutôt, donc, de convaincre les clients et de les rendre contents, soi-disant. Il y a aussi, donc, la partie automatisation. Donc, le jour d'aujourd'hui, l'objectif de la majorité des clientèles, c'est de réduire les coûts. En fait, cost reduction. La réduction du coût, c'est beaucoup plus laisser les machines faire le travail des êtres humains et on laisse les êtres humains se concentrer sur d'autres activités. Donc, la notion de robot ou bien de l'intelligence artificielle aussi donc permet de répondre à la clientèle avec tout genre de questions, ce qu'on appelle les questions donc souvent quotidiennes. Donc la machine peut répondre et en même temps la machine peut apprendre donc de nouvelles informations et la machine va continuer de s'améliorer, améliorer la qualité de service et la réponse clientèle. Bien évidemment, derrière la machine, derrière le robot, derrière les chatbots qu'on appelle, donc bien évidemment, il y a les ressources humaines, il y a les agents, il y a les superviseurs, ainsi de suite. Aussi bien donc tout ce qui est contrôle des qualités et ce qu'on appelle les compétences des agents. Donc nous on permet on permet aux clients plutôt de faire ce qu'on appelle l'analyse ou bien l'analytique, l'analyse de la voix, des emails, des chats, ainsi de suite en temps réel. Si voilà on remarque un temps ou bien un mot, une phrase, donc on fait la notification immédiatement au superviseur et les superviseurs vont bien évidemment entrer, soi-disant, avec l'agent, les clients et pour rectifier ce qu'il faut rectifier. Donc Avaya, le jour d'aujourd'hui, on offre donc les solutions on-prem chez les clients. Donc les clients ils peuvent donc acheter la solution et le mettre et la mettre chez lui. Aussi bien, on peut fournir la solution en cloud, c'est juste en mode SaaS, c'est mode abonnement. Aussi bien, on peut faire ce qu'on appelle mode hybride. Donc, on peut avoir une partie chez les clients et une partie en cloud. La quatrième option ou bien variante, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle mode abonnement, mais tout est installé chez les clients. Il y a des clients qui veulent contrôler tout. J'ai dit par exemple les banques, les assurances, les secteurs en fait sensibles, ils veulent contrôler, ils veulent que toute la solution soit chez eux et contrôlée par eux-mêmes. Donc on peut donner la solution en intégrité, installée chez le client lui-même, mais en termes d'investissement, donc il y aura donc la souplesse d'investissement, pay as you go. Donc vous utilisez, vous payez, vous n'utilisez pas, vous payez pas quoi. Et même on donne ce qu'on appelle stretching. Donc, sur nos offres d'abonnement installées chez les clients auront automatiquement 20% de plus sur leurs besoins. Je dis un exemple simple et basique. S'il y a une banque où ils ont besoin d'un centre de contact de 100 positions, nous, ils vont s'abonner pour 100 positions, on les donne automatiquement 120. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le stretching, la flexibilité de la solution. Et bien évidemment, donc, ils peuvent monter en charge, ils peuvent diminuer à tout moment, suivant leurs besoins. Et bien évidemment, donc,
qui est très important aussi, la relation clientèle. Donc, c'est pas que l'agent qui est, soi-disant, les front office, mais le vrai travail souvent passe en back office. Donc, il faut vraiment connecter les front office avec les back office où il y a les experts généralement. Généralement, les experts, ils prennent pas donc directement les clients. Donc, il y a le front office qui prend les appels ou bien les contacts des clients et il y a les experts. Donc, il faut donner les outils nécessaires pour que les front office où il y aura besoin, ils peuvent vraiment avoir rapidement l'accès aux experts en back office pour donc avoir donc l'information. Et vous savez très bien l'objectif du centre de contact de tout le monde, c'est ce qu'on appelle FCR, c'est le First Call Resolution. Donc, les premiers, en fait, contacts, il faut vraiment régler le problème des clients. Il n'est pas, ok, on va vous rappeler, ou bien c'est bon, on a pris donc votre concern, et puis donc on va revenir vers vous. Non, l'objectif, vous avez parlé des KPIs, parmi les KPIs, c'est les FCR, c'est les First Call Resolution, c'est vraiment fixer le problème depuis le premier coup, et d'où il faut vraiment avoir l'accès aux experts en back office. Donc, à part les outils donc nécessaires qu'on donne aux agents, aussi bien on a les outils donc de collaboration entre les front office et les back office. Certainement, il y a des demandes qui peuvent pas vraiment se résoudre depuis le premier contact. Et d'où, donc, il y a un travail à faire, il y a un process à exécuter en back-office. Nous, donc, on a 84% part du marché mondial sur ce qu'on appelle l'optimisation des process entre le front office et le back-office. Je donne un exemple pour qu'on soit plus concret. Donc, j'appelle pour réclamer un problème, par exemple, un opérateur télécom. Pour régler donc un problème de paiement ou je sais pas un problème d'accès ainsi de suite, il y aura besoin d'un travail au niveau back office. Donc une fois l'agent, le front office va créer les tickets et il va le dispatcher soi-disant vers le back office. Donc il y aura un processus qui se lance. Il va donc tout mesurer, il va superviser. Donc la requête a passé du front office vers le back office. Peut-être au back office il y a des différents départements. Donc, il va suivre. Et on peut faire ce qu'on appelle des seuils, soi-disant un ticket de telle en fait, catégorie ou bien combien elle est critique. Donc, on peut mettre des seuils, soi-disant un domaine ou bien un type d'étiquette particulier doit être résolu dans un SLA de, je sais pas, 2-3 heures. Donc, le process va déclencher, il va donc superviser. S'il y aura un dépassement d'essai, bien évidemment, il va faire donc la notification en interne vers voilà le quality management, l'équipe de gestion de qualité, ainsi de suite. Et déjà, il y a des pays, honnêtement, qui respectent leurs citoyens. Le gouvernement même peut mettre des pénalités sur les banques ou bien les opérateurs télécoms s'ils ne fixent pas ou bien ne règlent pas le problème dans un certain SLA. Voilà donc les solutions d'Avaya, bien évidemment. Donc on peut commencer par même les petits pour les petites sociétés, les PME, on peut commencer de 4-5 agents, d'accord, position soi-disant, jusqu'à centaines de milliers d'agents en fait. On a des clients dans le monde qui ont 50 000, 60 000 positions, centres de contact et aussi bien donc solutions de collaboration, bien évidemment, soit le back office en interne entre eux, soit le front office back office, ainsi de suite. L'autre chose qui est très importante aujourd'hui, donc le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de ce qu'on appelle customization ou bien personnalisation. Donc, il n'y a pas deux clients qui ont le même besoin. Chaque client, il a un tel besoin. Et chaque client préfère ou bien veut personnaliser donc la solution. Généralement, les éditeurs de solutions, comment ils font? Donc, ils donnent une solution
Et s'il y aura besoin d'une nouvelle fonctionnalité, ah ok, on va voir donc dans la version prochaine et on va essayer d'intégrer donc ce besoin. Nous, à Avaya, on est venu avec une approche complètement différente où on a fait donc un brick ou bien un module où les clients peuvent lui-même développer. Donc, les clients, ils peuvent intégrer, ils peuvent ajouter donc des fonctionnalités, ils peuvent ajouter des briques lui-même d'une façon autonome. Et il n'a pas vraiment besoin d'avoir le profil de développeur. Juste quelqu'un qui a le savoir, en fait, les idées, et il peut le mettre en réalité comme fonction. Je vais anticiper, peut-être il y aura des questions, donc par rapport à ce qu'on appelle, vous avez posé la question par rapport à l'open source. Donc en réalité, et personnellement, on n'a pas de problème avec l'open source. Pourquoi? Parce que si on regarde les startups, les petits startups, la majorité, ils commencent avec l'open source. D'accord? Mais par rapport aux clients, l'open source n'est pas vraiment fait, n'est pas blindé pour supporter donc les charges, la flexibilité, la scalabilité, en fait, l'évolutivité. Donc, c'est pour cette raison. Donc, il vaut mieux partir avec des solutions, c'est pas des solutions propriétaires, en fait, mais des solutions faites par des grandes maisons, par des grands éditeurs, de solutions. Aussi bien le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup de solutions sur le marché, mais ce que je peux conseiller ou bien que je peux partager comme conseil, en fait, moi j'ai 21 ans, mais 21 ans dans la technologie en fait. Le plus important pour les conseillers, pour les bureaux d'études, pour les gens qui conseillent les clients finaux et même pour les clients finaux, la recommandation, c'est vraiment de partir sur des solutions qui utilisent des protocoles standards, des protocoles connus par tout le monde. Le jour où vous voulez aller plus loin, vous voulez donc ajouter des choses, vous voulez intégrer avec d'autres fonctionnalités, avec d'autres systèmes, vous voulez faire l'évolutivité, la scalabilité en fait, augmenter en termes de capacité, ainsi de suite. Si vous partez sur des solutions avec des protocoles ou bien qui fonctionnent qu'avec des protocoles standards, vous n'aurez pas de problème plus tard. Mais si vous partez avec des solutions qui fonctionnent avec des protocoles propriétaires, le jour où vous voulez ajouter, intégrer avec autre système, vous aurez vraiment des problèmes. Point de vue go-to-market, donc la rapidité de mettre la solution, je peux vous dire, et on a des exemples concrets. Bon, je n'ai pas demandé honnêtement si je peux lister des exemples, mais on a des clients qui nous appellent, voilà, ils nous disent demain, j'ai besoin que mon centre de contact soit opérationnel. D'accord? Donc, soi-disant, pour ne pas dire quelques heures, voilà, une journée, 2 jours max, on peut avoir un centre de contact opérationnel avec minimum, donc les canaux basiques, la voix, l'email, l'SMS, ainsi de suite, le chat. Ça, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et bien évidemment, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, et bien évidemment, ça sera un grand plaisir. Donc, s'il y aura du besoin, je serai à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Sifthi. Je pense que la présentation était claire, était directement portée sur l'offre de solutions de Avaya. Donc, vous avez un petit peu passé en revue les grandes lignes de l'offre, de service, même les modalités de financement des solutions qui peuvent intéresser certains qui auraient un souci de sécurité. Vous avez aussi passé en revue la relation avec l'open source, avec la disponibilité des API ou des éléments de développement qui peuvent, pour accélérer la disponibilité, pour accélérer la mise des solutions au niveau chez les clients. Tout à fait. Tu as une question? Non. Écoutez, je ne vois pas de questions ici. Je crois qu'on est bon. Voilà, Yassir Khalid qui a une petite question.
Oui, bonjour. Effectivement, vous dites que vous n'avez pas de souci avec les open source. Est-ce qu'il y a la possibilité de connecter via des web services des CRM de type open source avec Avaya, dans le cadre de la voie IP naturellement? Web service, c'est ça? Vous avez dit? Est-ce que si vous prenez un CRM de type open source, est-ce qu'il peut se connecter avec Avaya? C'est-à-dire que si quelqu'un appelle via Avaya par téléphone, la possibilité d'afficher le contact automatiquement sur ce CRM open source. Okay. Parfait, bonne question. En fait, nous, on a donc l'intégration avec les fameux, les grands CRM du marché. Donc, c'est par défaut. Sinon, donc, chaque fois, parce que honnêtement, on voit souvent de nouveaux CRM, parfois c'est de noms, voilà, qu'on ne connaît pas auparavant, mais on développe des connecteurs, en particulier pour se connecter avec ce genre de CRM. Mais c'est pas par défaut, donc, les CRM open source, donc, ils peuvent juste s'intégrer donc facilement, non? Mais ce que je voulais dire par rapport à l'open source, c'est pas en particulier par rapport aux CRM. Je parle d'une façon générale l'open source. Parce que on voit l'open source partout les jours d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est pas que les CRM. On voit même, je peux aller même plus loin que ça. On voit des solutions basées sur l'open source, des solutions qui sont faites, ce qu'on appelle MCS. Je sais pas si vous connaissez. C'est les Mission Critical Solutions. C'est des solutions vraiment des missions critiques. Mais malheureusement, on le voit basé sur des solutions open source. Et ça, c'est parce que, voilà, ce genre de solutions, c'est les startups qui sont venues avec ça. Et les startups, c'est très simple, donc, de récupérer un open source et de faire un peu de développement, un peu de maquillage, soi-disant, et avoir une solution prête. Excellent. Merci beaucoup, Sivti. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ici sur l'outil, je ne vois pas d'autres questions. Ben, écoute, merci beaucoup pour l'intervention. Je crois qu'il est temps de clôturer. Ben, je tiens à remercier tous les participants avec nous qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin de journée. Et on se donne rendez-vous demain parce que notre expérience continue demain toute la journée. Et on démarre, Inch'Allah, à partir de, si je ne me trompe pas, à partir de 9h. On démarre notre séminaire. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. Merci, au revoir.